mesdames et messieurs. Mon nom est Alfred Hitchcock, réalisateur de films cultes comme Psychose, La mort aux trousses et Les oiseaux. Mais je suis connu également pour être le maître du suspense. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 9e histoire de Chronobobine, sobrement intitulée Suspense Hitchcockien. Une histoire est parfois pleine de surprises, mais les bonnes histoires se racontent avec des mauvaises surprises, car elles annoncent des obstacles, développent des éléments intéressants. C'est justement le cas de Tostaki, un jeune étudiant au cinéma que son professeur veut voir échouer. Ce dernier a piégé Charlie Chaplin et Buster Keaton pour qu'ils donnent des mauvaises informations à notre héros, et qu'il rate son examen d'histoire du cinéma. Examen crucial, car s'il ne le réussit pas, son professeur lui fera quitter la faculté. Sans plus attendre, voyons ce qu'il en est. Alors, quand est né Charlie Chaplin? Le 14 février 1892, facile. Quand est né Buster Keaton? Le 24 décembre 1877. Question d'après. Citez 3 des films les plus célèbres de Buster Keaton. Bon, je crois qu'il s'est trompé la dernière fois parce qu'il m'avait dit le dictateur pour l'un de ses films, mais je vais déjà noter le Mécano de la Générale et Sherlock Jr. Sur quel film a eu lieu la première collaboration entre Chaplin et Keaton et en quelle année? Si je me souviens bien de ce qu'ils ont dit, c'est Monsieur Verdoux. Je me sens bien cet examen. Son examen partait très mal. Tout ça à cause du mensonge et de la trahison. Mais que serions-nous sans mensonge et trahison? Des personnages beaucoup plus ennuyeux pour les histoires que l'on raconte, à travers la littérature, le cinéma ou les séries... Salut Alfred. Rebonjour Nick, comment était ton expédition? J'étais parti aux toilettes. Enfin, tu n'as rien dit d'important depuis le début de l'émission? Oh, trois fois rien. C'est bon, j'ai pas manqué Hitchcock? Je suis toujours là. Ça s'est bien passé ton examen? Je ne pense pas m'être planté, c'est déjà ça. Mais pardon pas de toi avec ça. Monsieur Hitchcock, lancez-vous. Je vous écoute, je veux tout savoir. Eh bien, tout a commencé quand je suis né à Londres, le 13 août 1899. J'étais le cadet d'une famille de 3 enfants et j'ai fait ma scolarité au collège jésuite Saint-Ignatius. D'ailleurs, cette éducation va fortement vous marquer car dans certains films, vous allez faire référence au christianisme et même le critiquer. J'avais surtout peur du châtiment corporel. De toute façon, je n'ai pas aimé mon enfance. J'étais très seul, sans amis, et cette situation était aggravée à cause de mon obésité. Et j'éprouvais une certaine méfiance envers l'autorité et la police, que j'ai utilisée dans mes films pour traiter des accusés à tort. Et en 1914, vous aviez 14 ans lors de la mort de votre père, et vous êtes parti du collège jésuite pour entrer à la London County Council School of Engineering and Navigation. Je me destinais à une carrière d'ingénieur, mais après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé au département publicité de la société WT Only Telegraphic. Grâce à ce travail, vous allez étudier le graphisme, et en 1920, vous allez être auteur et dessinateur d'intertitres pour la Famous Players Lasky, une société de production qui deviendra plus tard la très connue Paramount. Petit à petit, j'ai grimpé les échelons, et en 1922, j'ai la possibilité de produire et de réaliser mon premier film, Number 13. Mais faute d'argent, la production a été annulée. Mais en définitive, les premiers plans n'étaient pas très bons. En 1923, vous allez être engagé dans un nouveau studio, Gainsborough Pictures, et c'est lors du tournage de l'un de leurs films que vous allez rencontrer votre future femme, Alma Reville, qui aura une grande influence sur votre travail. On s'est mariés en 1926. Et la même année, j'ai pu enfin réaliser mon vrai premier film, Le Jardin du Plaisir, qui était malheureusement un échec commercial. Mais pour moi, mes vrais débuts de metteur en scène se sont faits avec Les Cheveux d'Or en 1927. Ce film s'inspire librement de la vie de Jack l'Éventreur, et sera cette fois un succès critique et public. Porté par ce succès, j'ai tourné Downhill en 1927, qui était coécrit et interprété par Ivor Novello, l'auteur de la pièce originale. Un échec commercial, mais le tournage le plus élégant auquel j'ai participé. J'ai enchaîné les films pour la Gainsborough, mais j'ai quitté ce studio pour aller à la British International Pictures. J'ai réalisé une comédie dramatique et une comédie romantique, mais j'étais conscient que ces films n'étaient pas de la même qualité que Les Cheveux d'Or. En 1929, vous tournez Chantage, une adaptation de la pièce de Charles Bennett, un auteur qui deviendra l'un de vos plus proches collaborateurs. Ce film a marqué un tournant, car il était l'un des premiers films sonores produits par la Grande-Bretagne. En 1933, j'ai signé à la Gaumont British Pictures Corporation, où j'ai réalisé L'homme qui en savait trop un an après. Ça a été un tel succès que j'ai tourné le remake américain un peu plus tard. En 1935, je tourne les 39 marches et en 1936, Agent secret. Grâce à ces films, vous allez connaître un petit succès aux États-Unis, ce qui va intéresser les producteurs américains, et plus particulièrement David O. Selznick.
c'est pas du tout dur à dire, qui est surtout connu pour avoir produit Autant n'emporte le vent en 1939. J'ai accepté sa proposition de venir tourner à Hollywood, mais Selznick exerçait un contrôle total sur les films qu'il produisait. Il m'avait demandé de faire un film sur le naufrage du Titanic, mais à la place, j'ai réalisé Rebecca en 1940. C'était l'adaptation d'un roman de Daphné du Maurier, qui a été un grand succès malgré sa durée, car à l'époque un film de 2 heures c'était très long. Rebecca a remporté l'Oscar du meilleur film, qui a été remis à Selznick, et l'Oscar de la meilleure photographie, décerné à George Barnes. J'ai mal pris le fait que l'Oscar du meilleur film revienne à mon producteur et non à moi, ce qui me poussera à quitter Selznick en 1947, pour devenir mon propre producteur. Malheureusement, les 2 films indépendants que je vais réaliser, qui sont La Corde et Les Amants du Capricorne, seront des échecs au box-office. La Corde était extrêmement novateur à l'époque, car elle était composée en totalité de 11 plans de 10 minutes maximum, qui sont tournés et montés de telle façon pour qu'on ait l'impression qu'il n'y ait qu'un seul plan séquence pendant tout le film. C'était très fort, et le tournage a demandé une préparation folle, comme si les acteurs et les techniciens avaient une chorégraphie. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Selznick était un producteur indépendant, avec peu d'argent, donc de 1940 à 1947, il m'a loué aux grands studios comme Universal, la RKO et la 20th Century Fox. J'ai réalisé beaucoup de films comme Soupçon, L'ombre d'un doute et Les Enchaînés. Je ne parle pas de tout ce que j'ai réalisé, sinon l'émission dépasserait facilement les 10 minutes. Bien sûr. Et en 1949, après l'échec de vos films indépendants, vous allez signer un contrat à la Warner Bros. Où vous vous engagez à tourner 4 longs métrages en 6 ans. Cette époque sera pour vous celle des chefs-d'œuvre. Cette période faste a commencé en 1954 avec Le Crime était presque parfait, qui était à la base un film en 3D stéréoscopique. C'était mon dernier film pour la Warner et mon agent Lou Weatherman signa un contrat de 9 films pour la Paramount, dont le premier était Fenêtre sur cour en 1954. En 1955, j'ai sorti La main au collet et au même moment, j'ai prêté mon nom à une série télévisée diffusée sur CBS, Alfred Hitchcock Present. L'année d'après, je fais mon remake américain de L'homme qui en savait trop. Et dès 1958, vous allez réaliser 4 films à la suite qui vont faire partie de vos plus grands chefs-d'œuvre. Sueur froide en 58, La mort aux trousses en 59, Psychose en 60 et Les oiseaux en 63. Après Psychose, qui sera l'un de mes plus gros succès, l'un des précurseurs du film d'horreur, je pars chez Universal, chez qui je tournerai tous mes autres films. En 1964, je tourne Pas de printemps pour Malny, mais après ça, ma santé déclinant, j'ai réalisé beaucoup moins de films. De 1964 jusqu'à ma mort, le 29 avril 1980, je ne vais réaliser que 4 films. Alors que pendant tout le reste de ma carrière, j'aurais mis en scène pas moins de 50 longs métrages. De ce que j'ai lu, Le rideau déchiré et L'étau, respectivement sortis en 66 et 69, ils recevront un accueil assez froid de la critique et du public. C'est pour ça qu'en 1972, j'ai préféré retourner un peu à Londres pour filmer Frenzy. Ce sera mon dernier grand succès. Et quel était votre dernier film? Il s'appelait Complot de famille, sorti en 1976. J'avais presque 80 ans à l'époque. Ça ne me rajeunit pas. Mais vous vouliez réaliser un autre film, je crois, consacré à la vie de l'espion George Blake. C'est exact. Mais les versions de scénario qu'on me proposait ne me convenaient pas, et avec mon arthrite douloureuse, j'avais commencé à boire pour m'apaiser. J'étais constamment inquiet pour ma femme qui avait fait un arrêt cardiaque quelque temps avant, donc ça n'aidait pas la chose. Vers 1979, l'American Film Institute voulait me récompenser pour ma carrière, et en janvier 1980, on m'a nommé chevalier de l'Empire britannique. J'ai senti que ces décorations n'étaient qu'un présage de ma mort prochaine, mais je les ai acceptées tout de même, je n'avais que ça. Comment ça, vous n'aviez que ça? Vous n'avez gagné aucun Oscar? Pas un seul. Mais vous êtes l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, celui qui a révolutionné le thriller, qui a posé la première pierre du cinéma d'horreur et qui a inventé les techniques de scénario encore utilisées maintenant, comme le MacGuffin. C'est pas normal. Je vais te donner un conseil. Ça se saurait si le monde du cinéma était normal. Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir reçu vos seules et uniques récompenses? Étant trop malade, j'ai préféré renoncer à tourner mon dernier film, The Short Night. Mes bureaux ont été fermés et le 29 avril 1980, je suis mort des suites d'une insuffisance rénale. Mon corps a été incinéré et les cendres ont été jetées dans l'océan Pacifique. Et la morale? Pardon? À chaque fin d'épisode de votre série Alfred Hitchcock Présente, vous apparaissiez pour donner une morale à l'histoire. Quelle est la morale cette fois? Sur votre biographie? La morale, c'est qu'il n'y a pas de morale. La vie, c'est la vie. Elle n'est pas construite comme un scénario autour de thèmes, de morale et de messages que l'on veut faire passer. Si c'était le cas, est-ce que je serais mort d'une insuffisance rénale, mon talent pleinement reconnu qu'après ma disparition? Est-ce que tu serais un étudiant de fac moyen qui n'arrive même pas à se convaincre lui-même qu'il réussira à réaliser ses rêves?
Les histoires sont écrites pour combler un manque, pour donner une structure que nos vies ne possèdent pas. Mais au final, si la vie tournait autour d'une morale, serait-elle tout aussi excitante qu'actuellement? Je vous laisse méditer, chers auditeurs. Au revoir. Chronobobine. Rendez-vous dans 2 semaines, même radio, même heure.